Profitez bien de la conférence. Le manga expliqué aux parents par l'intrépide et Manga Pop. Un peu de bruit s'il vous plaît. Bon, vous connaissez le mot manga. On va l'expliquer très en détail avec Guillaume. Ça peut être résumé en une phrase qu'on dira en conclusion, parce qu'on va vraiment très détailler ce qu'est le manga. Un peu. Et juste petit rappel, en 2021, c'est la première fois depuis l'apparition du manga en France en format papier qu'il y a eu plus de mangas vendus que de bandes dessinées traditionnelles européennes. Voilà, c'était juste pour le dire. On n'a pas préparé le message sur cette partie-là. Ah non, ça je savais pas, j'avoue. Voilà, c'est là. Et selon le patron de la maison d'édition Kiyun, donc Kiyun c'est My Hero Academia par exemple, et on ne reviendra pas en arrière selon lui. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, jusqu'à toutes les prochaines années, il y aura plus de mangas vendus en France que de bandes dessinées. Voilà, c'était la petite intro que je voulais faire parce qu'on n'a pas prévu de partie sur les chiffres, etc. Puis c'est pas le but du tout. Non mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est en force maintenant. Ouais, ça veut dire que c'est un gros marché qui est encore en train de se développer. Alors, autre chiffre vite fait aussi, 140% d'augmentation en un an en 2021, alors que ça fait 30 ans que le manga est arrivé en France. En un an, ils ont plus que doublé. Alors, les circonstances Covid, les circonstances Wakanim, Crunchyroll, Netflix, etc. ont beaucoup aidé, bien évidemment. Mais c'est un chiffre qui est incroyable. Voilà, c'est comme les 82 millions de ventes de Demon Slayer en 2020 au Japon. C'est des trucs qui ne se reproduiront certainement plus. Les circonstances mondiales font que c'était comme ça. Peut-être que ça va durer quelques temps, mais pas des taux aussi importants. Je vais laisser Guillaume faire toute l'historique et je reprendrai la parole de temps en temps. Eh ben bonjour à tous et déjà merci de vous être pointés un dimanche matin. Vous êtes courageux. Alors certes, vous êtes calme, mais on va quand même activer vos cerveaux, on va essayer. Bon, alors, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de parents ici. Est-ce qu'il y en a au moins un? Non mais, voilà. J'ai vu deux petites levées de main, mais timides, voilà, discrètes. Voilà, donc cette conférence va, dans tous les cas, d'après ce qu'on nous a expliqué, être rediffusée et vous pourrez la repartager par la suite. Ce sera l'occasion de la partager à tous vos amis ou camarades qui ont du mal à expliquer à leurs parents c'est quoi le manga, d'où ça vient et pourquoi c'est un phénomène aussi important. Alors pour beaucoup, le manga, c'est quelque chose qui est apparu dans notre vie, dans nos sociétés assez récemment, mais c'est une longue histoire en fait, parce que c'est l'histoire de la bande dessinée japonaise, les origines des arts graphiques. Alors je vais essayer de faire assez court, parce qu'on va plutôt détailler ce qui nous intéresse, le manga moderne, etc. Donc pour commencer de façon courte, on va démarrer au XIIe siècle, en détaillant précisément l'introduction des techniques de fabrication de papier et d'encre. Non, je déconne. Mais bon, sachez que c'est effectivement à ce siècle-là qu'on commence à avoir les premiers matériaux qui permettront de faire ça. Mais blague à part, on va d'abord voir rapidement l'historique du manga. Ensuite, on va détailler les différentes classifications que beaucoup connaissent sûrement déjà, le shonen, le shoujo, le seinen, et on verra les autres après. On va faire un petit parallèle avec les animés, le merchandising, et on aura une partie questions-réponses sur la fin. Donc on va démarrer avec l'histoire du manga. Alors, l'histoire du manga, outre l'invention du matériel, on a des anciennes traces qui démarrent dès le 9e siècle avec ce qu'on appelait des ema-kimono. Alors je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Un ema-kimono, c'est ça, en fait. C'est du dessin sur un rouleau de papier. Et en fait, le principe, c'est que pour suivre l'histoire, on déroule le rouleau progressivement, gauche à droite, et on a l'histoire qui se poursuit au fur et à mesure. C'est considéré comme les ancêtres du manga moderne, c'est les premières formes de bande dessinée entre guillemets au Japon. Et notamment l'un des plus connus, voilà, un deuxième exemple ici, voilà, en deuxième image, pour vous faire voir comment ça se lit. L'un des plus connus, c'est celui-ci. C'est le Shonshu Jinbutsu Giga, qui en fait, c'est le rouleau des animaux, littéralement, c'est les caricatures de personnages de la faune. Pour info, si ça vous intéresse de découvrir ça de façon ludique, en 2016, Ghibli en a fait une adaptation animée. C'était disponible à l'époque en libre accès sur YouTube, si je ne me trompe pas. Ça peut encore se trouver, à mon avis, j'ai pas refait les recherches, mais ils ont animé le rouleau avec le trait de l'époque. Style Ghibli, voilà, ça peut être intéressant à voir. Donc là, on a déjà quelques points qui ressortent en commun avec les mangas actuels.
notamment des personnages qui sont des hybrides hommes-animaux, qui sont mis en action sur voilà, différentes activités très humaines. Là, voilà, ça plonge, ça nage, ça se lave. Il y en a même certains qui sont habillés en prêtres, qui pratiquent des jeux, etc. On est déjà sur une satire, sur un côté caricatural. Et ça, là-dessus, c'est un truc sur lequel Bertrand pourra rebondir après, on va en reparler, mais la caricature, c'est souvent, et la satire, c'est une des bases de la bande dessinée, mais pas que au Japon, partout dans le monde. Ensuite, très rapidement, on va passer au Zenga. Donc ça, je vais passer très vite dessus, parce que là, c'est un style plus abstrait. En fait, l'idée, c'est de représenter souvent une idée, une pensée, un principe. C'est un côté plus philosophique. Ça se rapproche un peu de la calligraphie dans l'idée. Et derrière, on va partir sur cette image, qui est extrêmement connue, hein, la fameuse vague. C'est une estampe. Alors l'estampe, il faut savoir que c'est pas dessiné. L'estampe, c'est des impressions en couleur avec des blocs de bois sculptés. Donc on se rapproche des techniques modernes d'impression. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va révéler de nombreux artistes. Et notamment un de ces artistes, je dois avoir peut-être une photo de lui. Voilà, un petit exemple d'estampe. Alors, j'ai pas de photo, c'est trop vieux. Mais j'ai un portrait. Voilà, c'est un portrait fait de lui, c'est Okusai Katsushika. Sachez que c'est à ce vieux monsieur que vous devez le terme manga. C'est lui le premier qui a utilisé ce terme. Grosso modo, ça signifie esquisse rapide ou dessin dérisoire, parce que le but du manga, c'est de croquer une action, un événement, un mouvement, pas de faire un dessin hyper détaillé comme l'estampe en fait. L'estampe, c'était un peu à l'époque l'art noble, c'était les belles couleurs, c'était les belles impressions, beaucoup de détails. Le manga, comme lui l'a appelé, c'était plutôt justement des croquis à caractère humoristique ou satirique. Et là, on va commencer à avoir un truc intéressant. Là, on va commencer à faire des parallèles avec l'histoire de la BD franco-belge. C'est à partir de 1854. Alors, 1854, c'est une date très importante parce que c'est une date qui marque la fin de l'isolement du Japon. Voilà, on est sur la fin de l'ère Edo, on est sur la restauration, enfin on sort de la restauration Meiji, et on commence à avoir beaucoup d'étrangers qui vont au Japon, qui se prennent de passion et d'amour pour ce pays, et qui vont influencer beaucoup la culture japonaise. Vous allez voir qu'il y a des parallèles entre nos cultures qui sont très intéressantes. Et juste rapidement, je vais vous présenter deux messieurs qui pèsent au niveau du Japon. Le premier, c'est un Anglais, c'est Charles Wierman, qui arrive au Japon en 1957, et lui, il a fondé l'un des premiers magazines satiriques au Japon qui s'appelle Japan Punch. Donc là, vous voyez, c'est noté 1865 dessus, c'est d'époque. Il faut savoir que c'est lui qui a intégré le principe des phylactères au Japon. Avant, il y avait les phylactères, c'est les bulles dans les bandes dessinées. Avant, il n'y avait pas. Bon, ça ressemblait à ça au début. Avant, c'était des lignes en dessous, même en Europe, c'était pareil, hein, c'était des lignes en dessous, à peu près dans la même période. Beaucoup d'anglais et de français. Aux États-Unis, c'était encore un petit peu autre chose. On était encore très dans la caricature aux États-Unis à ce moment-là. Et du coup, voilà, ça permet de vraiment donner une plus grande clarté dans la lecture de l'action et de savoir qui parle avec précision. Puis de toute façon, vous le voyez bien dans les mangas. Dans les mangas, les phylactères sont hyper importants parce qu'ils vont être, comme souvent et comme les onomatopées, assez exagérés et prendre des formes différentes selon l'expression du personnage. Ça nous permet, sans avoir le son, de savoir si le personnage crie, pense, est triste, etc. Enfin, ça joue beaucoup sur l'intonation. Le phylactère, c'est un peu l'émoticône de la bande dessinée. C'est ce qui permet de comprendre l'intention, la tonalité en fait, de l'expression du personnage. Et le deuxième, qui est très intéressant, sur lequel Bertrand pourra aussi faire un parallèle, c'est un Français. Donc, on peut s'enorgueillir d'avoir Georges Ferdinand Bigot, qui est arrivé au Japon en 82, qui a passé tout le restant de sa vie là-bas, il a même épousé une japonaise, et qui lui a fondé le magazine satirique Tobae. Et lui, il a introduit le procédé d'agencement des images en séquence. C'est-à-dire jusqu'à présent, on était sur des images un petit peu comme on a vu sur soit c'était sur les rouleaux, soit c'était de l'image indépendante. Là, lui, il a inventé le système en séquence. Alors, je dois avoir j'avais pas trouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'image d'époque. Mais voilà, Bertrand pourra peut-être en dire plus sur les images en séquence en bande dessinée. Alors, tout simplement, bande dessinée, comme le rouleau tout à l'heure, c'est une bande qui est dessinée. Voilà, c'est une sorte de... C'est un mot facile en français. On a mis bande dessinée parce que c'était justement séquences dessinées les unes après les autres. Lui
Bigot va avoir inventé cette structure-là, qui va revenir après en Europe, et notamment en Angleterre, en Belgique et en France. En France, on était très fort pour les caricatures. Depuis tout le temps, on le sait, en cours d'histoire, vous avez vu plein de trucs dans les livres d'histoire, c'était que des caricatures ou des gravures. On a été, avec les Italiens, très 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 fort pendant des années et des années. Et après, ils ont été exportés, bien évidemment. On a été aux États-Unis, on a été au Japon. Et donc, Bigot va avoir inventé cette structure-là. Et c'est vraiment là-bas que ça va se faire pour la première fois, et ça va revenir après en Europe. C'est ça qui est rigolo, parce que on pourrait se dire, ouais, c'est les Européens qui ont un peu créé tout ça, puis après c'est parti aux États-Unis, c'est parti à droite à gauche. Oui, un peu, mais c'est parce qu'ils l'ont fait, mais pas forcément dans notre pays. Ils sont partis à l'étranger pour faire ce genre de choses. Et du coup, on arrive au début du XXe siècle. Donc, vous voyez, on a fait des grands ponts dans l'histoire. Et alors, qui connaît au moins deux noms Osamu Tezuka? Une seule personne? Une seule. Ah, bon, félicitations déjà. Pour les autres, on va vous en expliquer un petit peu plus. Alors, Osamu Tezuka, je vais me poser la question parce qu'il est généralement considéré comme étant le père du manga moderne. Bon, voilà, je vais vous présenter le grand-père. Voilà. C'est ce monsieur, alors désolé pour la qualité de l'image, mais les photos d'époque, compliquées à voir en 1080, hein, voilà. Donc ce monsieur, c'est Kitazawa Rakuten. Il est considéré comme le père du manga moderne. Pourquoi? Parce qu'il a lancé dans la presse japonaise le Tokyo Bug, qui était le premier périodique imprimé en grand format couleur. Et surtout, c'est également le premier en 1934 qui a ouvert la toute première école japonaise consacrée à la caricature et à la bande dessinée. Donc s'il y a eu des écoles et qu'après c'est devenu un métier vraiment reconnu, où il y avait des formations prévues, tout est parti de ce monsieur. D'ailleurs en France on commence à avoir des écoles comme ça. En France on commence à avoir des écoles, sauf qu'en France on est encore très habitué au texte, et encore à cette période-là, c'est les grands feuilletons. Ce qu'on appelle les feuilletons, je ne sais pas si j'ai mis une image, mais un des plus connus, les feuilletons, c'était dans les journaux, style Ouest France maintenant, où il y avait du texte, puis on attendait le lendemain ou la semaine d'après pour avoir la suite de l'histoire, etc. C'est pareil, mais version texte, avec une petite image. Et les plus connus, notamment, ce sont Arsène Lupin, bien évidemment, et Fantomas. Fantomas, pareil, années 10, 20, 30, c'était ça. Mais il n'y avait pas encore d'image comme Rakuten va mettre en place. Alors Rakuten, je ne sais pas si ça a un lien avec le site je ne sais pas, je me suis posé la question, mais j'espère pas. Peut-être, petit-fils ou autre, bref. Voilà. Et nous en France on est encore très dans le feuilleton. L'illustré il y en a pas mal, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. On va arriver justement un petit peu après. Là on est en 1905-1910. Nous en Europe et aux États-Unis c'est plutôt 1920-1930 que ça va vraiment avoir un gros boom. J'en reparle juste après. Alors ensuite je vais vous parler de ce monsieur. C'est Kabashima Katsuichi. Et ce monsieur en fait il a créé cette bande dessinée là qui s'appelle, alors que je prononce bien, c'est Shochan no Boken, les aventures de Shochan. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit des petites aventures quotidiennes avec son ami qui est un écureuil. Et il faut savoir que c'est une des toutes premières bandes dessinées à destination des enfants, et c'est aussi la toute première qui bénéficiera d'une adaptation animée. Voilà. Et là on est en 1923. Donc vous voyez, si jamais dans votre famille on vous dit ouais c'est un phénomène de mode, ça vient d'arriver, c'est tout nouveau, non, ça a une histoire qui date d'il y a très longtemps, mais rien que pour le côté bande dessinée, là on a déjà les fondements modernes. On a des écoles, ça devient un métier, il y a des premières adaptations animées qui se mettent en place, on a des bandes dessinées à destination d'enfants, et ça a 100 ans l'année prochaine. Voilà, donc c'est pas un truc récent, on est sur de l'histoire, on est sur de la culture. Alors ensuite, je vais vous parler assez rapidement des années un peu noires du Japon moderne, donc les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, je vais en faire une phrase, ça va être très rapide. De toute façon, il n'y a pas de secret. Comme toute forme d'art graphique, la bande dessinée, pendant les périodes de guerre, a servi à la propagande. Donc ça, vous verrez ça plutôt dans les livres d'histoire. C'est pas trop le sujet qui m'intéresse. En France, ça a été pareil. En France, ça a été relativement pareil. Ouais, on a utilisé les illustrateurs pour justement faire des affiches de propagande, etc. Après, il y a eu toujours et comme dans tout mouvement, des choses qui ont été faites sous le manteau, etc. Mais c'est pas, hélas, ce qui est resté dans l'histoire. Ah, effectivement. Et là, pour le coup, ce que je vous ferai voir ici comme image, donc c'est Norakuro. Donc on va dire c'est là qu'on commence à voir qu'il y a un engagement plus politique. Le gouvernement devient très nationaliste à cette époque-là au Japon. Et ça se ressent dans la bande dessinée. Le but, c'est un petit peu de
formater la jeunesse en disant, vous voyez, lui, il est cool, il représente le Japon, il est fort, il est malin et il bat les autres. Je vous ai mis juste une couverture, mais il y a certaines pages qui sont traduites en anglais qu'on peut retrouver en faisant quelques recherches. Il y a certains propos qui sont relativement choquants à l'égard notamment des Chinois ou des Coréens. Il y a des choses des Américains qui peuvent choquer un petit peu. Voilà, graphiquement, à l'intérieur, ça ressemblait à ça. Voilà, donc on reste sur un style très rétro. Et vous remarquerez qu'on a quand même un style qui fait un peu penser aux dessins animés de Disney du début. À cette période-là, aux États-Unis, Disney commence aussi à faire ses premiers courts-métrages et dessiner beaucoup. Il y a des pulps aux États-Unis qu'on appelle... avant les comics, c'était des pulps. C'est pareil, c'est des bandes dessinées. C'était beaucoup plus sombre, très sombre. Et un peu plus détaillé que ce qu'on peut voir là, parce que c'était pas du tout destiné aux enfants, c'était destiné aux adultes aux États-Unis. Et je sais pas si moi j'ai des images sur la même période que toi, sur l'Europe et les États-Unis. Je les avais mis un petit peu à part, je pensais que tu ferais le parallèle après, mais c'est pas grave, je peux tout les sortir. Vu qu'on est sur la même période, si on peut les... Je les ai classés par date. Impeccable. Donc là... Donc le fameux Fantomas que j'ai parlé tout à l'heure, donc c'était... voilà, donc c'est là. Je pense, ou sinon tu cliques... Fantomas, et alors, dans fin des années 20, début des années 30, c'est l'apparition aussi du petit 20e. Alors le petit 20e, ça vous parle peut-être pas, mais le personnage qu'on voit là, c'est quand même Tintin et Milou. Et ça apparaissait dans un journal qui s'appelait Le Petit 20e, qui était un supplément d'un journal qui s'appelait Le 20e siècle. Et il y avait des pages de bande dessinée de Tintin. Il fallait qu'on achète la semaine d'après, parce que c'était le dimanche que ça sortait, la suite de Tintin. Ça, c'est en Belgique et en France. Bon, j'étais obligé de le mettre. J'ai vu l'image, j'ai fait très fort, très à ce fort. moment-là, c'est la première vraiment illustrée en Europe pour les enfants. Là, c'était destiné aux enfants. On voyait que quand même l'illustration est beaucoup plus développée que ce qu'on a pu voir pour le Japon. À l'intérieur, beaucoup d'images. Alors, aventure, sport, voyage. C'était pour faire voyager les enfants apparemment. Hein, c'était le sous-titre pour faire voyager les enfants à travers les histoires. Donc c'est un peu aussi pour ça que ma boutique s'appelle comme ça. Hein. Et ça coûtait 30 centimes. Et oui, ça a bien changé tout ça. Et alors le plus connu et le dernier qui reste actuellement, c'est le dernier magazine en France qui reste, c'est le journal de Spirou. On est en 1928-29, je ne sais plus, j'ai pu noter la date. Et il est encore en cours actuellement, on est au numéro... Alors là, la photo pour le numéro 13, en tout cas, c'est 38. 38, pardon, 38. Alors, on a fait un petit saut dans le temps. Voilà. Et c'est le dernier, on est au numéro 4200, un truc comme ça. Ça n'a toujours pas arrêté, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est fou. C'est la maison d'édition Dupuis qui a mis ça en place. Voilà, pour faire le parallèle sur à peu près la même période, entre deux guerres, en France, aux États-Unis, on commence réellement à cette période-là. Donc, je te laisse reprendre la parole. Oui, pas de souci. Du coup, attends, je vais revenir rapidement sur les histoires du manga. Donc là, j'étais ici à Narakuro ici, voilà. J'étais là. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même un truc intéressant dans cette période d'avant-guerre, c'est l'apparition de choses qu'on connaît bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des magazines de prépublication du Shonen Jump, du Shonen Sunday? Voilà, alors on a de la culture par là-bas. Alors, très rapidement, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, au Japon, le système est un peu différent de la BD chez nous. Sauf le journal de Spirou. Sauf le journal de Spirou, effectivement. Mais au Japon, quasiment, si je ne me trompe pas, hein, toutes les bandes dessinées sortent d'abord dans des magazines de prépublication. Presque toutes, sauf certains auteurs qui ont le droit à une sortie directement en format comme ça, mais c'est très rare. Ouais, et du coup, en fait, le principe, c'est qu'on a un magazine qui, alors selon les magazines, peuvent être hebdomadaires ou mensuels. Et en fait, vous avez un chapitre de différentes œuvres. Et à chaque fois, si vous voulez la suite, il faut acheter le chapitre suivant. Et une fois qu'il y a assez de chapitres pour faire un tome relié, ils sortent un tome comme ce que nous, on a, en fait. Ce que vous trouvez en librairie, voilà, ce format-là. En fait, c'est un format relié. C'est pas la première sortie du manga. Au Japon, ça sort d'abord en magazine, chapitre par chapitre. Comme aux États-Unis, où c'est pareil, hein. On peut reprendre le parallèle aussi comme tout à l'heure. Aux États-Unis, Superman, il est arrivé en 1938 et ça continue encore maintenant et ça sort tous les mois en petits fascicules. Au Japon, c'est toutes les semaines, donc le rythme de parution bien costaud. Aux États-Unis, c'est tous les mois. C'est quand même plus calme. Par contre, c'est en couleur. Voilà, ça met plus de temps. Du coup, si parfois vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a certains mangas, tous les 2 mois, vous avez un numéro et certains, c'est long, il faut attendre 8, 9, 10 mois pour avoir le tome suivant.
C'est simplement que quand c'est tous les 2 mois, c'est que le manga d'origine est publié dans un magazine hebdomadaire au Japon. Donc au bout de 8-10 semaines, on a de quoi faire un manga relié. Et si c'est 9-10 mois d'attente, c'est que au Japon, c'est publié dans un magazine mensuel. Donc là, il faut 9-10 mois pour avoir de quoi faire un relié complet. Effectivement, c'est parfois long, j'en conviens. Mais il faut savoir que je parlais de ça parce que c'est dans la période justement d'avant-guerre qu'on commence à voir les premiers magazines jeunesse au Japon qui s'appellent respectivement le Shonen Club et déjà aussi le Shoujo Club. Voilà. Donc on a déjà des termes qui peuvent nous parler. Vous connaissez tous déjà les termes Shonen, Shoujo, Seinen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Non, c'est bon? Ok. Si, il y a un peu quand même. On va détailler ça en entier après. Il n'y a pas de souci, vous allez tout comprendre. Donc là, voilà, ici j'avais une petite image des Shonen Club et ici une petite image du Shoujo Club. Voilà, donc ça c'est des couvertures de magazines de l'époque. Et ensuite, on va passer à l'après-guerre. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que les choses bougent énormément. Là, la dame que je vous présente, c'est Hasegawa Machiko. C'est la première mangaka. Donc c'est la première femme qui est dessinatrice de manga et autrice et qui s'impose notamment grâce à cette œuvre-là. C'est Sazae-san, et en fait c'est simplement à chaque fois des petits strips comiques en 4 cases qui présentent des situations quotidiennes d'une jeune femme courageuse justement à la sortie de la guerre. Et on retrouve ça dans énormément de bandes dessinées occidentales. Donc moi les strips en 4 cases comme ça me fait beaucoup penser par exemple à Garfield. Garfield aux États-Unis, en France on a plus ou moins la même chose, j'ai pas trop de titres en tête, mais après-guerre, il y a eu plein de raisons pour ça. Pareil, le journal de Spirou n'a pas été en couleur dès le début, il n'y avait que la page de garde qui était en couleur, tout le reste était en noir et blanc derrière. Tout simplement parce que ça coûtait très 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 cher et qu'à période de guerre, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc pour ressortir tout ça, il faut sortir des images sans trop de couleurs, sans trop de noir aussi. On voit ici qu'il n'y a pas beaucoup de noir non plus, il n'y a pas beaucoup d'ancrage, comme on peut dire. Et en France, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Sauf bien évidemment les super-héros, puisqu'ils n'ont pas été impactés physiquement par la guerre. Effectivement. Alors justement, tu me fais une transition toute trouvée. Le problème de budget à la sortie de la guerre fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on va voir réapparaître ceci très rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc c'est un kamishibai. Si jamais vous voyez ça un jour dans une œuvre japonaise, un film ou un animé, c'est ce qu'on appelle du théâtre de papier. Il y a un petit encadrage avec une image à l'intérieur. En fait, le fond de l'image peut être changé. Et la personne qui est à côté, c'est un conteur d'histoire. Et en fait, c'est simplement un mini-théâtre où un conteur va raconter une histoire et illustrer son histoire avec des dessins qui va glisser l'un après l'autre dans l'encadrage du petit théâtre. Et il faut savoir que les illustrateurs de l'époque de ces dessins pour les théâtres de papier vont pour beaucoup devenir par la suite des mangaka reconnus. Et il faut savoir aussi que la réduction budgétaire de l'époque aura favorisé l'apparition de petites maisons d'édition qui faisaient des mangas très bon marché. Et en contrepartie du fait qu'ils rémunéraient très faiblement leurs auteurs, ils leur laissaient une très grande liberté de création. Il n'y avait pas de « tu fais ce que je te dis parce que je paye ». C'est « je te paye pas beaucoup, mais tu fais ce que tu veux ». Et ça a permis de générer des choses assez intéressantes, comme celui dont je parlais tout à l'heure, le fameux Osamu Tezuka. Ce monsieur, voilà, Osamu Tezuka, qui est reconnaissable sur quasiment toutes ses photos grâce au fameux béret. Son béret français. C'est ça. Et Osamu Tezuka, alors on lui doit masse de choses. Pour les plus connus, enfin pour quelques-unes très connues, donc ça, parmi ses premières œuvres, donc c'est Shintaka Rajima, c'est La Nouvelle Île au Trésor, donc une revisitation de l'œuvre qu'on connaît. Il va y avoir ceci, donc ça c'est Jungle Taitai, c'est l'empereur de la jungle, ou le roi Léo chez nous, c'est sorti en dessin animé. Alors, qui deviendra un truc un peu plus connu. Voilà, qui inspirera, avec des grosses guillemets, directement le roi lion, parce que c'est quasiment la même histoire sur la base. D'ailleurs, il y a eu encore assez récemment, il y a 2-3 ans je crois, il y avait eu des batailles entre le Japon et les États-Unis, parce que le Japon demandait juste, il ne voulait pas d'argent, il demandait juste à ce qu'à la fin, du générique du Roi Lion, soit indiqué, inspiré de l'œuvre, justement l'empereur de la jungle d'Osamu Tezuka. Et les États-Unis ont refusé, si je ne me trompe pas. Ils ont refusé, bien sûr. Voilà. Et après, c'est un, entre guillemets, j'ai envie de dire, juste retour des choses, que Tezuka a toujours exprimé qu'il était lui-même très fan du travail de Disney. Donc il s'est probablement lui-même beaucoup inspiré
du travail de Walt Disney pour la création de ses personnages, à qui on doit notamment les grands yeux très expressifs à la Disney. Et pour l'anecdote, Tezuka, il a quand même bossé pour Disney. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. C'est lui qui a été aux États-Unis. C'est pas Disney qui a été au Japon. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et en effet, il était très, très, très fan de ce que Disney avait pu mettre en place. Et sinon, l'une de ses œuvres les plus connues, c'est celle-ci. C'est Astro Boy, donc Tetsuya Atom, chez nous, Mighty Atom aux États-Unis. C'est son autoportrait apparemment. C'est ça qu'il avait dit dans une interview. Son béret avec ses couettes comme ça, ses pics comme ça serait apparemment son autoportrait. Ah, c'est rigolo. Ça, je savais pas, j'avoue. Donc lui, il est considéré comme le père du manga moderne, ou le père des story manga. Donc il va commencer à vraiment créer ce qu'on appelle aujourd'hui un lore, donc des univers très vastes et très riches autour d'un personnage avec plein d'histoires. Et ce qu'il y a de fort avec Tezuka, c'est que c'est un bourreau de travail qui produisait énormément de mangas, et pas que pour les garçons, parce qu'il en faisait aussi pour les filles, parce que ça vous parle peut-être, en tout cas pour les plus anciens, on n'a pas beaucoup. Si je dis Princesse Saphir, est-ce que ça parle ? Voilà, et c'est du Tezuka, donc il faisait aussi du manga pour les jeunes filles. Alors, dans la même période, parce que là on est dans les 50-60, dans la même période, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du comics aux États-Unis. Il y a bien entendu Batman, Superman, Captain America qui a été créé en 1941 chez Timely Comics. Alors je dois l'avoir, voilà. Marvel Comics, donc de l'éditeur Timely Comics. Donc là il y a Submariner, on peut voir le nom, Submariner. Submariner, ça deviendra Namor chez Marvel. Et il y a Human Torch, donc la torche qui sera le quatrième fantastique. Il est créé en 1940 aussi. Donc qu'on reverra qu'en 1962 quand la maison d'édition Marvel apparaîtra. Alors c'est Espace qu'il faut que je fasse ? Ah non, c'est pas Espace. C'était la flèche. C'est la flèche tout simplement. Donc voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, Action Comics, l'apparition de Superman pour la première fois. Et là on est juste avant-guerre en 1938. On connaît l'histoire un peu du comics, peut-être un peu plus que la BD que le manga. C'est des réfugiés et des rapatriés des pays de l'Est qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont créé tous ces personnages-là pour battre les forces du mal et ennemies en Europe. Superman et Batman et même Captain America, ils vont péter la gueule à Hitler en gros. Et alors, je reviens vite fait sur la France. Il y a le magazine Pilote, qui a été le plus gros magazine comparaison, par exemple, au Shonen Jump au Japon ou à Action Comics, qui existe encore aux États-Unis. C'est ce qui a vraiment lancé beaucoup de choses en France. Ça a existé pendant une trentaine d'années et ça a lancé, en gros, 2 grosses maisons d'édition qui sont Dargaud et Le Lombard. Voilà, c'est un immanquable. Et donc on arrive en 1962 aux États-Unis avec bien évidemment Jack Kirby, Stan Lee et Steve Ditko pour la création de Spider-Man et tout l'univers des plus de 600 personnages Marvel maintenant. Voilà, je te laisse reprendre la parole parce que je pense qu'on est arrivé à peu près dans les mêmes dates. Oui, t'as sauté quelques années, mais c'est pas bien grave. Ce n'est pas grave du tout. Hop. Alors attends, parce que du coup normalement ça doit encore être ouvert. Ouais, j'étais là, effectivement. Formidable la technologie. Donc, Tezuka, il va fonder, avec plusieurs autres amateurs prometteurs de futurs grands mangaka, un groupe qui s'appellera Tokiwaso, qui permettra derrière de développer pas mal de choses, beaucoup de BD enfantines. C'est eux qui vont dominer le marché de la BD enfantine au Japon à l'époque. Là, ici, c'est Cyborg 009, enfin 09, pardon, 009, ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour info, il y a une petite réadaptation Netflix, il y a 3-4 ans, un truc comme ça, qui avait l'air assez cool. Donc, si vous voulez jeter un œil sur une version moderne de l'œuvre, allez-y. Sachez que ça prend ses racines dans les années 50 au Japon, quoi. Et Doraemon, même si vous ne connaissez pas, vous avez forcément vu cette bouille quelque part. Il y a encore des produits dérivés de Doraemon qui sortent. Il y a encore, c'est une icône. C'était la mascotte des JO d'il y a quelques années au Japon quand même. En plus, oui, exact. Et derrière, on va passer justement vers la fin des années 50. On va y avoir ceci qui va se développer beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des kashibonya, c'est des librairies de prêt.
Et ces librairies en fait vont commencer à vont lancer des magazines aussi à côté. Il va y avoir Kage, il va y avoir Machi, donc c'est différents magazines qui vont devenir des mensuels incontournables et qui vont commencer à se lancer dans des récits moins enfantins, plus dynamiques, plus réalistes et destinés plus aux jeunes adultes. C'est le début d'une bande dessinée un peu plus mature qu'on va appeler Gekiga. C'est Tatsumi Yoshihiro qui va utiliser ce terme en premier. Voilà, et le Gekiga, ça va être, si je ne dis pas de bêtises, les fondements de ce qui va devenir le Seinen et le Josei. Alors, au tout début, ça sera cela, parce qu'ils vont viser un public qui n'est pas le même qu'ils visaient au début, et ils vont faire cette terminologie JJK. Mais après, oui, on parlera des catégories après, il va y avoir 1000 catégories, et oui, c'est un des fondements du manga pour plus grand. Et on arrive dans les années 60-70. Ceci vous parle peut-être, vous avez sûrement vu des images de ça. Ça, c'est le Shonen Magazine. Alors, le Shonen, comme vous pouvez voir dessus, il y a quelques têtes qui vont parler notamment. Il y a Natsu Fairy Tail, il y a du Seven Deadly Sins. Ça, c'est le magazine, le premier magazine jeunesse hebdomadaire qui est rapidement imité par son concurrent historique, le Shonen Sunday. Voilà. À cette époque-là, on va commencer à avoir une grosse accélération du rythme de parution. Le niveau de vie au Japon augmente, donc on commence à être sorti de l'époque après-guerre où le budget manquait. Et là, vu que ça marche, qu'il y a du budget, que les gens ont les moyens, on va y aller, quoi. Plein boom économique, hein. C'est vraiment le gros plein boom économique au Japon à ce moment-là. Donc là, on va commencer aussi à voir à la fin des années 60 les premiers magazines destinés aux adultes. Donc là, par exemple, c'est Big Comic. Il y avait aussi Manga Action, etc., qui vont proposer des récits de plus en plus sombres, et notamment, alors ça c'est assez peu connu chez nous, malheureusement on a eu très peu d'éditions. Deux tomes seulement qui sont épuisés, voilà. Alors qu'il y a, je sais plus combien, 200, 300 tomes, je sais plus. Là vous voyez, là c'est le tome 201 pour donner une idée, voilà, donc il n'y a pas longtemps, One Piece, il y a eu 100 tomes, on était, machin. Au Japon, il y a beaucoup plus gros. Et Golgotress fait partie des plus gros. C'est simplement l'histoire du meilleur tueur à gages. Ouais, c'est ça. Il est tueur à gages, il a des actions à faire, il est payé pour ça. Et l'auteur, puisqu'il y a eu énormément de tomes, il faisait que des petites séquences, comme un peu One Piece avec des arcs, parce qu'il fallait qu'il ait en lien avec l'actualité. Il y a eu des trucs, en France, on a édité les 2 gros tomes qu'ils ont édités au Japon sur les 10 séries préférées, les 10 parties préférées de Golgo 13 vues par les éditeurs et les 10 parties préférées vues par les lecteurs. Et donc ils ont sorti, tu les as lus toi peut-être ou vus déjà? J'ai pas eu l'occasion, ouais, malheureusement. C'est des très gros pavés, c'est vraiment des très très gros pavés. Et parce que on peut pas les lire indépendamment de l'époque en fait, faut se remettre dans l'époque parce qu'il y a des trucs, voilà, et à un moment donné ça va parler des Black Panthers. Aux États-Unis, voilà, à un moment donné, ça va parler des choses qui se passent au Japon dans les années 50, dans les années 60-70 plutôt. Et donc forcément, c'est des trucs, c'est passé de mode. On ne peut pas lire ça réellement si on ne les lit pas dans l'époque. Donc quand ils l'ont édité en France, ils ont fait la même édition qu'au Japon, des gros pavés comme ça, avec un gros récapitulatif au début. Voilà, on est dans ces périodes-là et c'est pour ça qu'on a choisi ces trucs-là. Heureusement, parce que moi j'ai lu ça, c'était il y a 10-15 ans. C'est assez lourd à lire. Il y a des trucs trop bien. Le personnage il est absolument génial. Oui, il a un charisme incroyable. Malheureusement, j'en ai quelques tomes, mais uniquement en japonais que je ne maîtrise pas. Donc j'ai pu m'inspirer du charisme du personnage, mais je ne connais pas les histoires. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a eu autant de tomes et qu'il a arrêté à un moment donné parce qu'il avait plus d'histoire à dire, tout simplement. Voilà. C'était pas une fin réellement voulue, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir que c'est aussi dans les années 60. Alors là, on va pouvoir raccrocher le fameux train de Tata Simone dont parlait Light tout à l'heure. C'est qu'on va commencer à parler des œuvres qu'on a connues chez nous dans les années 70-80 avec l'apparition des premiers animés japonais sur la télévision française. Parce que dans les années 60, il y a aussi un nouveau mouvement, c'est qu'on va avoir une prédominance progressive des autrices dans la création de mangas à destination des jeunes filles, qui jusqu'à présent était encore toujours dominé par des auteurs masculins. Donc là, c'est des femmes qui créent et dessinent pour des jeunes filles, avec notamment Hideka Ryohiko, donc ça c'est Berosayu Nobara, c'est la Rose de Versailles, chez nous c'est connu comme Lady Oscar. Donc ça, Tata Simone, Lady Oscar, elle connaît forcément, et pas que Tata Simone. Hein. Et un autre exemple, c'est Candy.
Candy, ça pareil. Si vous avez des gens dans votre famille qui sont nés dans les années 70-80, ils connaissent forcément. C'est aussi un grand shoujo de l'époque. Donc ça a pas 20 ou 30 ans, ça en a 60, 70. Et là, on va arriver sur la conclusion. Et avant de... Alors, en tout cas pour la partie histoire, parce que depuis les années 70 jusqu'à nos jours, fin 70, le manga il a déjà quasiment sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'on a déjà le shoujo, le shonen, les différentes catégories, classifications de manga plus adultes. On a déjà les magazines de prépublication hebdomadaires, mensuels. Les maisons d'édition sont mises en place, les écoles de manga existent. C'est quasiment équivalent à ce qu'on a déjà aujourd'hui. Il faut savoir par exemple que le Shonen Jump, donc là je vous fais voir le 50e, le numéro pour les 50 ans du Shonen Jump, ça a été pendant un moment le plus gros tirage de la presse mondiale. C'est par exemple en 95 quand il était sur le pic de ses ventes, qui a beaucoup chuté depuis, hein. Mais en 95 c'était plus de 6 millions 5 d'exemplaires imprimés chaque semaine. Alors, il faut savoir que, si vous avez connu l'annuaire téléphonique chez nous, c'est aussi gros que ça, toutes les semaines, qui sortaient. Incroyable. Et donc 6 millions d'exemplaires comme ça, toutes les semaines. Bam, 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 bam. C'était incroyable. Bon, ça s'est calmé. On est plus à 1,5 million actuellement, ça a vachement chuté, mais c'est parce qu'il y a d'autres méthodes pour consommer le manga aujourd'hui. On en parlera. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, là, au niveau de l'histoire du manga, on est dans le présent, on n'est plus dans le passé, donc on va passer, je pense, aux classifications pour expliquer le manga tel qu'il est actuellement et vous donner les clés, comme on a dit, pour comprendre à quoi correspond le manga aujourd'hui, surtout en France, et comment vous y repérer et comment faire comprendre aussi à vos parents ou aux parents, à vos enfants, ce qu'ils peuvent lire, ce qu'ils ne peuvent pas lire, ce qui est adapté à eux, et vous faire comprendre aussi que c'est pas si simple. Alors, je vais passer pour le coup au dossier suivant. Alors, non, tu avais encore des trucs à dire, Bertrand, de ton côté, quelques parallèles. On était arrivé ici. En France, nous, on a connu ces magazines-là. Aux États-Unis, donc les années 60, il y avait les fascicules qui sortaient tous les mois de super-héros. En France, comment les faire sortir ? Donc, les éditions Lug ont décidé de sortir Strange, Special Strange, Titan, Nova, etc. pour ramener tous les super-héros en France. Et c'était des albums qui reliaient plusieurs histoires. Il n'y avait pas que 10 pages, 20 pages de Superman qui sortaient tous les mois. Non, c'était un truc relativement épais où il y avait plusieurs histoires. Ça a duré quand même pas mal d'années. Special Strange notamment, il a duré jusqu'en 1998. C'est quand même, voilà, il y avait 320 tomes, je crois, à la fin. C'est quand même pas mal, ça fait des belles collections. Ça, c'est pour la partie arrivée en France des États-Unis. L'arrivée en France et en Europe du Japon se fera un petit peu plus tard. Notamment, on l'a dit, on l'a pas encore réellement dit, mais avec les animés. Le premier animé, c'est Goldorak, bien évidemment, qui est arrivé. Et après ça, en format papier, on va en reparler, c'est Akira qui est arrivé en premier en format papier en France dans les années 80. Donc, le comics était déjà arrivé 10-20 ans plus tôt en France. Le Japon a mis beaucoup plus de temps à arriver en France. Je ne sais plus ce que j'ai mis derrière. Donc, en France, par contre, nous, à ce moment-là, on est dans plein boom du Métal Hurlant, de l'Écho des Savanes, de tout ça. Donc, soit de l'humour bien trash pour l'Écho des Savanes, soit pour Métal Hurlant. Mais Métal Hurlant, c'est Moebius, Drouillet, Corben. Alors, pour l'anecdote, c'est des personnes qui sont... c'est des stars. Dans le milieu de la BD, c'est des stars, on ne peut pas faire autrement. Moebius, il a été demandé aux États-Unis pour faire plein de concept art pour des films, notamment. Il a travaillé sur Alien, notamment, avec Giger, il a travaillé. Bref, c'est une star. Et d'ailleurs, Taniguchi est très très fan de Moebius. Oui, il était collectionneur de planches de Moebius. Bref, Drouillet, c'est pareil, c'est un monstre. Voilà, toute la partie SF européenne à fond, c'était les meilleurs du monde. C'est pas compliqué, à ce moment-là, c'était vraiment les meilleurs du monde. Et c'était un magazine de prépublication, comme pour le Shonen, etc., qui après a créé, c'est la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, qui font maintenant des BD. Et il y avait un autre format en France, donc c'est ce format-là, le format PIF Gadget et compagnie. C'était des petits formats humoristiques pour enfants. Alors, on va pas refaire l'anecdote de PIF. PIF, c'était créé par le Parti communiste français. Pour faire passer des messages, apparemment. Il y avait beaucoup d'humour, donc Pif, c'était très drôle. Il y avait Placide et Museau, il y avait plein de ça. Et ça sortait toutes les semaines ou tous les mois, ça dépendait des formats. Pif Gadget, c'était tous les mois, et puis
pif, le mini pif, c'était toutes les semaines, je crois, hein, c'est ça. Hein. Et ça, c'était en couleur, en partie à l'intérieur pour certaines pages, et c'était vraiment pour de l'humour. Il y avait pas, c'était des plans séquences rigolos, etc., ou du page par page pour de l'humour. C'était pas comme on disait tout à l'heure pour le manga, où il y aura une partie un peu plus développée sur le personnage, sur le lore, comme tu parlais tout à l'heure, etc. On est vraiment juste pour l'humour, pour faire plaisir aux enfants. Donc Titan et Spirou, voilà, là j'ai pris un modèle de 2017. On est au numéro 4142 en 2017 et ça continue encore en 2021. C'est incroyable. C'est le seul et c'est le dernier qui existe encore en France en magazine de prépublication de bande dessinée. Voilà, et on en est justement à maintenant. Voilà, donc, hop, on va passer aujourd'hui, pour le coup à la suite et à la deuxième grosse partie qui va être celle concernant les classifications, justement les différentes classifications du manga actuellement. Et on va démarrer par la plus grosse partie. Hop, attends, je vais mettre ça en plein écran, ça sera mieux. Le shonen. Alors là, pour le coup, il y aura, ça va être moins scolaire. J'ai été assez scolaire sur la première parce que quand on parle d'histoire, on ne peut pas se permettre de se tromper. Donc il y a des dates, il y a des noms, il y a des termes à utiliser. Il y a eu forcément beaucoup d'images parce qu'il fallait illustrer des choses qu'on ne connaît pas. 10 minutes, un quart d'heure encore. Donc là, on va plus parler du shonen. Donc là, sur l'image que Bertrand a préparée, on a déjà un gros paquet de célèbres protagonistes du manga shonen, pour le coup là. Alors le shonen, pour faire court, on en a déjà parlé, on a déjà dit le mot tout à l'heure. Ça décomposé shonen, c'est un manga pour garçons. Pour faire court, en tout cas. Je ne sais pas c'est quoi littéralement ce que ça veut dire shonen, je crois que c'est ça. Hein, shonen, ouais, c'est jeune garçon, c'est jeune homme, c'est adolescent en fait. C'est ça. Voilà. Adolescent garçon, adolescent mâle. Voilà, c'est ça. Et donc c'est destiné à cette tranche d'âge-là. Au Japon, ils ont classifié comme ça, par genre et par catégorie d'âge. Après, on verra un peu après, rapidement, les sous-genres, etc., qui ne seront plus des catégories d'âge, mais juste des sous-genres, fantasy, etc., etc. Mais ils ont d'abord catégorisé comme ça pour viser des lecteurs potentiels. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a un manga qui s'est vendu à 82 millions d'exemplaires au Japon. C'est complètement incroyable. Pour se donner un ordre d'idée de ce que ça représente pour les gens qui ne savent pas, les 82 millions d'exemplaires au Japon, c'est pas seulement un chiffre énorme. En 2020, vous prenez le top 10 des meilleures ventes de mangas au Japon. Demon Slayer, qui était premier, à lui tout seul, a fait plus de ventes que les 9 suivants cumulés. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il a écrasé le truc en 2020. En sachant que le deuxième, c'était One Piece. Voilà, One Piece qui est généralement l'éternel premier, c'est l'étalon. En fait, c'est le truc à dépasser, c'est One Piece. Si tu arrives à vendre plus que One Piece, les gens vont dire « Waouh, ok, tu pèses, t'es intéressant. On va s'occuper de toi, on va t'adapter en animé pour que tu vendes encore plus. » Voilà, donc on va rester donc sur le shonen. Alors, comme Bertrand le disait, on est effectivement sur un public cible. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le manga exactement la même chose que dans le cinéma, le roman ou la bande dessinée franco-belge ou le comics. On va avoir des genres. On va avoir l'heroic fantasy, l'aventure, l'humour, l'action, la bagarre, le sport, la politique, les polars et tout. Il y a plein de trucs. Mais le Japon classe par public cible. Et ces publics cibles, en fait, sont directement liés aux magazines de prépublication. Tout à l'heure, on parlait du Shonen Club et du Shoujo Club. Voilà, ce sont des magazines à destination d'un public jeune garçon, jeune fille. Donc, on va leur mettre dedans des œuvres qui potentiellement va les intéresser. Et on garde cette classification tout au long de la vie du manga. Là, sur le shonen, grosso modo, ça va se lire de, selon les œuvres, 8 ans jusqu'à 14. Oh, il n'y a jamais trop d'âge de fin. Voilà, il n'y a jamais trop d'âge de fin. Effectivement, sur les âges de recommander pour démarrer aux plus jeunes, on va être là-dedans. Parce que, même Pokémon, joli, c'est cool. Mais le truc, c'est que il y a vraiment parfois un grand écart en termes de gravité, de violence, de nudité parfois, de sous-entendu, d'humour. C'est très vaste en fait. Alors, le seinen est clairement pour les adultes, parce que là, on est sur du 14 ans et plus.
et Ouais, c'est on ça. va même plus loin. Mhm. Mais dans le shonen, il y a à boire et à manger. Voilà. Ce qui sera pour 8 ans voilà, peut correspondre à 14 ans, c'est pas le problème. Mais ce qui sera pour 12-13 ans, c'est plus compliqué pour 8 ans. Il y a d'autres classifications. Voilà, ce que tu m'avais dit, les shonen up, voilà, par exemple. Death Note, c'était considéré comme un shonen. Alors, Death Note, c'est un manga assez sombre, assez dark. Il y a eu une adaptation sur Netflix, d'ailleurs. Oui. Et Death Note, clairement, à 7-8 ans, tu le lis pas. Tu peux pas le lire. C'est sombre, c'est dark. En plus, c'est assez relativement compliqué. Et les thématiques abordées sont pas forcément évidentes à comprendre pour cet âge-là. Mais c'était quand même sorti dans un magazine de prépublication shonen. Oui, et souvent le truc, c'est que les magazines de prépublication, comme ils imposent le truc, en France, les éditeurs ont tendance à garder cette même classification, qui des fois n'est plus adaptée. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ça, Fairy Tail, c'est du shonen, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Basique. Là, ça peut se lire assez jeune. C'est de l'aventure, humour, action. C'est ce qu'on appelle un shonen neketsu, c'est le classique avec le personnage principal qui va avoir une quête initiatique, ça va être une série très longue, qui va se faire des camarades, il y a des Qui valeurs va évoluer, voilà. qui va évoluer lui-même en tant que personne. Ses camarades vont évoluer aussi littéralement à côté de lui. Il y aura un gros lore qui va se passer. Puisque, bien entendu, ils ont une quête ensemble. À la base, c'est la sienne, puis en fait, ça va être la quête de tout le monde pour, en gros, sauver les forces du mal. C'est très caricaturé ce qu'on vient de dire, mais en gros, c'est ça. Ouais, c'est le bien contre le mal, hein. C'est littéralement ça. Il y a les gentils, il y a les méchants, tout est bien caractérisé. Il y a des valeurs nobles, hein. Il y a de l'amitié, du dépassement de soi, de l'abnégation, parce qu'on se sacrifie, on se met en danger pour sauver les autres, pour sauver le monde. Voilà, c'est un côté super-héros. Et ça, c'est du shonen. Mais il y a dans une même catégorie, qui est classé shonen, j'ai vérifié parce que j'avais eu un doute, mais c'est toujours classé shonen, il y a ça. Et ça, vous faites pas lire ça à vos gamins. Parce que Devilman, c'est un des fondements de la dark fantasy. C'est gore, c'est érotique par moments, mais crade. Sous-entendu, ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça sortirait pas en shonen. Mais à l'époque, ça avait été sorti dans un magazine de prépublication shonen. C'est par Gonagai, le créateur de Goldorak. Goldorak, c'est clairement shonen, mais par contre, Devilman, non. Mais c'est quand même toujours classé shonen. Alors, ils ont fait l'adaptation sur Netflix là, il y a 2-3 ans. C'était classé en 13 et plus, par exemple. Voilà. Voilà, à savoir qu'on a d'autres grands écarts très rigolos. On a Super Mario, qui est même pas classé Kodomo. Alors le Kodomo, on en parlera après, c'est un genre pour les petits. Mais c'est classé shonen, ça a un humour ras les pâquerettes. C'est-à-dire que je pense que passer 15 ans, passer 14 ans même, tu peux plus rigoler avec ces pipi caca. Mais ça fait rire les gamins. Ça, pour les petits, vous pouvez y aller. Ça les fait marrer, il n'y a aucun souci. Et c'est mignon à la fois. Et on va avoir, par exemple, d'ailleurs, je vais en profiter parce que je vois que Bertrand l'a amené. On va voir The Raiden King. The Raiden King, où là, on est sur du shonen dans l'idée, parce qu'on est sur un style qu'on appelle l'isekai, c'est-à-dire où un personnage du monde réel, ou supposé réel, va se retrouver dans un monde autre que le sien, souvent heroic fantasy, souvent fantastique. Et là, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a une petite caricature parce que le mec ressemble vachement à Poutine, même dans l'idée. Voilà. Il s'appelle Alexander Ploutinov, il est président à vie de la Prussie, il a tout dompté, il a tout réussi. C'est le Poutine des mêmes, celui qui chevauche des ours. Voilà. Et c'est un mec comme ça, expert en arts martiaux, dictateur de son pays, mais pas si méchant. Voilà. Il est cool, hein. Ouais, il est très cool. Il aime bien les gamins, il aime pas les missiles. Voilà. Il met des techniques de judo à des camions de 33 tonnes. Voilà. Et il va se retrouver dans un monde d'Heroic Fantasy, et là où il s'ennuyait terriblement, il va avoir des dragons et des hydres à chevaucher, et sa vie reprend des étoiles plein les yeux, dire waouh, et tout à refaire. Donc, et c'est classé shonen. Et ça, c'est shonen également. Donc voilà. Alors je pense qu'on va pouvoir passer au suivant, parce que sinon on va pas finir dans les temps. Je sais pas. Oui, leur tourne. Voilà. Donc on va passer au suivant dont on a parlé tout à l'heure, c'est le shoujo. Alors le shoujo, comme on l'a dit déjà, vous l'avez compris, shonen, manga pour jeunes garçons, shoujo, manga pour jeunes filles. Les principales ambassadrices, c'était des femmes autrices, qui, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, même si avant il y a eu des choses par les hommes. C'est con, mais c'est beaucoup plus compliqué de parler de filles ou de romance quand on est un garçon. C'est bête, hein, c'est cliché ce que je viens de dire, mais
Et donc elles ont été très 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 reconnues dans les années 80. Donc la plus connue est dans les sous-genres. Il y a les Magical Girl et la plus connue. Ah ben, pour moi, il y en a deux. Il y a Sailor Moon et Cardcaptor Sakura. Voilà, Sailor Moon, c'était vraiment les années 80. Ça a cartonné fort fort au Japon et en France, plutôt début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc, manga dessiné pour jeunes filles, et encore une fois, comme pour le shonen, avec plein de sous-genres. Donc on a dit la Magical Girl, donc elle a un but, elle est comme tous les jours habillée normalement, puis d'un seul coup, poum, elle va devenir Magical Girl, en faisant une technique, bref, en ayant un objet avec elle, elle se transforme en Magical Girl. Donc en gros, encore une fois, comme le shonen, on combat les forces du mal, mais avec un côté un peu plus girly. Voilà, il y a des codes, il y a un côté mignon, ça pétille, il y a de la paillette, et il y a souvent une histoire de romance derrière qui va avoir son importance, mais pareil, on peut avoir différents degrés d'intensité. Je pense que tu m'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Tu voudras parler de Orange. Magnifique. Alors là, on est sur du manga de romance, mais romance avec tout ce que... Pas romance mignon, réellement. C'est la romance, est-ce que ça peut faire souffrir? La romance, ça peut être un peu plus dur. La romance où on se cherche un petit peu aussi. Voilà, je t'aime moi non plus et compagnie. Là, on est vraiment sur du shoujo limite. Alors, encore une fois, c'est un sous-genre. Pas c'est un sous-genre, c'est une autre catégorie qui s'appelle le yosei. C'est une romance pour plus grand. Voilà. Comme tout à l'heure, le shonen, on disait ça peut commencer à 7-8 ans. Le shoujo, ça peut commencer à 7-8 ans aussi. Mais il y a des trucs qui ne pourront pas être lus à partir de 7-8 ans, et notamment ce genre de titre. C'est vraiment super beau. Orange, c'est vraiment, vraiment super. Il y a un nouveau tome qui sort cette année. Alors pour le dire, là, comme tout à l'heure, ça ne sort pas toutes les semaines au Japon. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on attend le tome d'après. En gros, un peu plus d'1 an et demi qu'on attend le tome d'après. Et il sort cette année, en juin, je crois. Et parfois, on a des œuvres à mi-chemin un peu entre les deux qui vont être plus romance, plus psychologique, avec une petite touche de fantaisie. J'adore personnellement Free Basket, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Parce que c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un côté frais et ça a été réadapté en animé assez récemment, donc si jamais ça vous intéresse. Alors pareil, encore une fois, les thématiques sur celui-ci, ok, c'est de la paillette, de la fantaisie, mais la thématique de départ, elle est quand même assez costaud, puisqu'elle est toute seule, elle est adoptée par une autre famille parce qu'elle a perdu, elle, toute sa famille. Donc dès le départ, c'est très très costaud, puis après, c'est tout mignon. Hein, voilà, il y a un côté un peu glauque par moment, mais j'aime bien justement ce côté à mi-chemin, justement, où tu te dis des fois, la pauvre, elle démarre vraiment très mal. Et il y a des moments plus ou moins doux, plus ou moins difficiles. Elle est toujours, en fait, elle se cherche. Elle a perdu sa mère, elle a plus son père depuis longtemps. Elle voulait réaliser le rêve de sa mère pour aller dans une grande université. Et puis en fait, elle se retrouve par un concours de circonstances à vivre avec une famille qui ont une malédiction un peu particulière. Et il y a 12 membres de cette famille qui sont chacun maudits par l'un des 12 signes comment dire, chinois. Du zodiaque, je cherchais. Ah non, c'est pas du zodiaque. Pas du zodiaque sino-japonais en fait. Oui, c'est ça, oui, voilà. du zodiaque japonais. Voilà, donc ça va être le chien, ça va être le rat, le bœuf, voilà, etc. Et plus le chat, ça a une importance, on expliquera pourquoi, qui est un signe maudit. Et leur malédiction, c'est que quand on les enlace, quand ils sont enlacés par quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en l'animal de leur signe. Ce qui crée des situations assez cocasses et rigolotes par moments, c'est pas mal. Alors on va passer au seinen. Alors si le shonen est pour les jeunes garçons, le seinen c'est pour les hommes. Voilà, c'est pour les ce qu'on appelle ados adultes, ados et plus, on va dire, les jeunes hommes. Le plus connu en France, et comme je disais tout à l'heure, c'est le premier qui a été édité en France, c'est Akira. C'est pas le plus connu maintenant, mais en tout cas, à l'époque, il y avait que ça. Voilà, il y avait vraiment que ça. Ça a duré des années, hein. Pendant des années, il y avait que ça. Et après, il y a des maisons d'édition qui ont sorti vraiment plein de choses. C'est pas ce qui est le plus vendu au Japon, ni en France d'ailleurs, même si ça augmente pas mal. C'est toujours le shonen qui restera loin devant. Dans le top 100 des ventes au Japon, je crois qu'il n'y a que 10 ou 15 seinen grand maximum. Et là, pareil, encore une fois, vu qu'on a un autre public, tous les thèmes peuvent être abordés. Que ce soit la sexualité, que ce soit de la violence, que ce soit de la dark fantasy bien costaud où ça tranche dans tous les sens, on va pouvoir parler de tout plein de thématiques.
Ouais, c'est assez vaste, effectivement. Parce que comme toujours dans le seinen, je disais tout à l'heure, on est sur l'important, c'est le magazine de publication qui va permettre de catégoriser le manga. Donc effectivement, il y a Akira que Bertrand a présenté. Dans les autres grands classiques dont on a pas mal parlé ces derniers temps, parce que l'auteur est malheureusement décédé avant la fin de l'œuvre, c'est Berserk, qui est une masterpiece de la dark fantasy médiévale, on va dire. On peut dire un chef-d'œuvre. Hein. Ouais, clairement. Voilà. Il y aura un avant et un après Berserk, clairement. C'est ça. Aux États-Unis, ils ont rendu des hommages. En France, tout le monde a rendu des hommages à cet auteur. Mais il faut savoir que c'est pas que ça le seinen. Le seinen, ça peut être aussi. Alors on peut partir sur un petit coup de cœur personnel sur tout ce qui est cyberpunk. Donc ça va comprendre Gun, Battle Angel Alita dans son titre quand il est sorti au cinéma. Ça peut être Ghost in the Shell, qui est un peu plus connu. No Guns Life, qui est un gros coup de cœur personnel, qui est très bon. Donc là, on va être sur des futurs assez éloignés de nous, avec une grosse proportion à la cybernétique, aux robots, l'information et l'informatique qui a pris une ampleur monstre. Voilà, là on est sur la SF pure, quoi. Et parfois, on a des choses un petit peu plus what the fuck. Comme par exemple un truc qui est sorti très récemment que j'aime beaucoup. Si vous aimez l'humour noir, je vous le conseille vivement. Ah, j'ai pas encore lu celui-là, ouais. Voilà, Hotel Voynich. J'ai un client qui me les avait ramenés en anglais parce que ça s'est pas encore sorti en France. Le tome 1 est sorti très récemment, c'est tout frais ça. Ouais. En gros, c'est un gars qui va dans un hôtel pour se détendre. Il était stressé, burn-out. On sait pas vraiment le métier qu'il fait, mais il avait besoin de se détendre. Et en fait, il se trouve que dans cet hôtel, ils sont tous tarés. Mais tous. C'est-à-dire qu'il y a des anciens tueurs à gages, le patron, on ne sait pas vraiment qui c'est, les serveuses, elles sont cheloues, il y a des trucs de magie noire, il y a des zombies, il y a tout ce que... Mais tout ça se passe dans le plus grand des calmes. Et pour définir The Voynich Hotel, enfin Hotel Voynich en français, c'est aussi mignon que glauque. Mais ça arrive à être les deux, littéralement, à la fois. C'est chelou, mais franchement, si vous aimez l'humour noir et barré, c'est très bon. Ah, pour l'humour noir et barré, les Japonais sont très très forts, ils n'ont aucune limite. Ah oui. Voilà. En France et aux États-Unis, il y a eu la censure, beaucoup. Au Japon, bien évidemment aussi. Alors depuis qu'ils se sont libérés, c'est n'importe quoi. Oui. Il y a des trucs, ça part dans tous les sens. Les Japonais, ils n'ont pas de limite, c'est pas compliqué. Et puis d'ailleurs, ils aiment beaucoup jouer avec les codes, parce que, par exemple, tout à l'heure on parlait de la Magical Girl. Bon, dans le seinen, la Magical Girl, elle a cette tronche-là. Alors Sailor Moon, elle a bien craqué là. Ouais. C'est une Sailor Moon vénère qui jure comme un chartier, qui fume des clopes par paquet de 10. En fait, c'est une nana qui est devenue Magical Girl, elle avait rien demandé. C'est juste que, pas de bol, il y avait une petite merdouille qui donne des pouvoirs comme dans... Alors, dans la Magical Girl, il y a toujours le petit chat, le petit bonhomme, le petit truc mignon qu'on dirait une peluche qui est là, qui est son coach et qui lui donne ses pouvoirs, qui lui dit c'est toi qui vas sauver le monde. Bah là, en fait, il s'est passé la même chose, sauf qu'elle avait rien demandé. Le petite peluche, elle a fait ça en urgence, en mode merde, il y a un monstre qui arrive, il me faut une fille pure et innocente à qui donner des pouvoirs. Et elle sortait de cours, petite jupe, les bouclettes, tout ça. Il dit ah, elle est parfaite. Il la transforme, 2 secondes après, elle allume sa clope, elle jure comme un chartier. Et en fait, c'est une bourrine monumentale. Et ce qui fait que c'est à la fois bourrin, il y a des gros moments de baston, c'est drôle, et il y a un vrai des trucs qui se développent derrière, mais. Pourquoi les Magical Girls en fait? Et c'est une grosse critique des Magical Girls sur un fond rigolo, voilà. Bon, il y a de la culotte, hein. Voilà, on peut voir. Voilà, on est quand même sur un manga pour adultes. Et après, il va y avoir les autres. Alors les autres, c'est assez vaste. Bah oui, parce qu'on a mis autres, parce qu'il y en a beaucoup. On a fait les 3 plus grosses catégories. Alors, dans autres, il y a le JJK, qu'on a parlé tout à l'heure, qui était les bases du seinen. Le JJK, maintenant, c'est clairement destiné à un public adulte. Donc, le plus connu, on en a parlé, c'est pareil, décédé récemment. Il y a Jiro Taniguchi, qui a fait Quartier Lointain et Le Journal de mon père. Alors, pour l'anecdote, Quartier Lointain a été fait en film il y a 5 ou 6 ans, maintenant, peut-être plus. Très, très beau film. Il y a le Yosei, comme on peut voir en bas à droite sur l'image. Donc, c'est de la romance pour plus grand, voilà, c'est du seinen, romance pour plus grande. Et puis après il y a le autre, hein, bien évidemment, il y a le Kodomo, comme on parlait tout à l'heure, donc le manga pour les plus jeunes, pour les enfants. Alors, Kodomo, c'est vraiment pour les tout petits. Tout petit. Il y a très peu de texte, ou alors c'est du page par page, ou alors c'est des petites scénettes de 4-5 pages à tout casser. Le plus connu, je ne sais pas si tu l'as pris, en France en tout cas.
Ça a pris quoi? Il y a Chi, voilà, Shubi, ouais. Chi qui a été adapté en animé, qui Voilà. se trouve un peu partout. Voilà. Voilà, ça c'est le plus connu. Voilà, Chi veut du chat, c'est des petites scénettes de 4-5 pages à tout casser où il n'y a pas grande lecture et on va suivre la vie de ce petit chat dans une famille. Alors c'est trop mignon, c'est en couleur, sens de lecture français. C'est ça, et Voilà. du coup ça se lit très bien, l'enfant seul peut le feuilleter lui-même, le lire lui-même, ou alors ça peut se faire aussi beaucoup en lecture accompagnée. Moi j'aimais bien faire ça. C'est ça. Mais le seinen, c'est... dans les autres, on va aussi trouver deux genres très particuliers qui sont classés à part des autres, parce qu'ils sont vraiment spécifiques à ça. Il y a le yaoi et le yuri. Ah oui. Alors il faut savoir que le yaoi et le yuri, ce sont des dérivés du shoujo. Donc on est souvent dans des histoires de romance. Mais la particularité, c'est que le yaoi va mettre en scène de la romance entre deux hommes, et le yuri de la romance entre deux femmes. Voilà. Alors ça cartonne, mais ça cartonne très Parce très que c'est fort. un gros sujet d'actualité. Très certainement. Et oui, et ça cartonne. Après, il y a de très belles histoires. Ah, Il y a souvent de grosses leçons de tolérance dedans, ce qui n'est pas plus mal du tout. Et on a des fois des œuvres, genre Citrus, qui est, pour moi, enfin, en tout cas de ce que, Un super Yuri, de ce que ça. j'en Ouais. sais, c'est le super Yuri. Ouais. C'est, Alors, il est l'histoire tellement est- super qu'en France, en ce moment, on n'arrive plus à l'avoir parce que l'éditeur n'arrive pas à le réimprimer et il y a trop de demandes. Voilà. Voilà. Et du coup, si vous voulez les lire, vu qu'ils sont plus disponibles en impression, je les ai chez Manga Pop. Voilà. Mais ouais, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est très très beau. C'est pas bourrin. C'est pas forcé. On force pas sur le côté homosexuel de l'histoire. Mm. On est vraiment sur une très belle histoire avec beaucoup d'interrogations justement avec le regard de la société. Il faut savoir que au Japon, l'homosexualité c'est pas aussi bien accepté que chez nous. C'est très très beau, ouais, Voilà. beaucoup plus que chez nous. Ouais. Alors, les Japonais, ils ont une chose incroyable qu'on a de moins en moins en Europe et en Occident. Ils ont une pudeur de parler de leurs sentiments, de leurs émotions, etc. Et Citrus, comme Orange tout à l'heure, ils arrivent à parler de choses qui sont pas faciles, avec une douceur et une pudeur assez incroyable. Et Citrus en fait partie, bien évidemment. Et sans jugement réel, c'est pas mielleux ou c'est pas avec oh, toi non, c'est toujours bien amené. Ils sont très très forts là-dessus. Voilà, donc en gros, pour résumer, on a le shonen pour les jeunes, pour les enfants et ados garçons, le shoujo pour les enfants et ados filles, le seinen pour les adultes plutôt masculin sur les magazines publications, c'est ça le public cible, le yosei comme Bertrand le disait tout à l'heure, qui est le penchant féminin du seinen, et après il y a le kodomo pour les petits. Si vous retenez déjà ces 5-là, vous êtes déjà bien formé là-dessus. Mais à savoir que ce n'est pas cloisonné. On le voit très bien, moi je le vois au Manga Café, Bertrand le voit en librairie. En France, c'est un peu différent. En France, voilà. Les filles lisent du shonen, les garçons lisent du shoujo. Ça part dans tous les sens. Voilà, la frontière entre les genres, elle est pas du tout là, quoi. J'ai énormément de clientes qui sont fans de One Piece ou de Fairy Tail. À la base, c'est du shonen, ça s'adresse normalement plus à un public masculin. Mais non, en fait, c'est et pareil, j'ai des clients qui lisent du shoujo. J'en ai beaucoup qui adorent. Enfin, moi personnellement, j'ai adoré Sailor Moon, j'ai adoré Cardcaptor Sakura. Récemment, j'ai adoré Otaku, qui est un yosei. Qui est, on est sur c'est cool ça. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. On est sur de la romance, mais là, au lieu de mettre en scène des collégiens ou des lycéens, on est sur des adultes qui sont dans la vie active, dans le travail, et qui sont deux otaku, donc deux gros geeks. Et c'est pas déjà que les Japonais, comme disait Bertrand, sont pas très à l'aise avec les sentiments. Pour des geeks un peu introvertis, c'est pire. Voilà. Et voilà, là, comment faire évoluer une relation quand on est deux gros geeks, c'est un peu l'idée du truc. Et si vous êtes un peu geek ou otaku, franchement, lisez-le. Parce qu'on sent vraiment que l'autrice, elle s'est inspirée de véritables situations de couple. C'est criant de vérité, c'est génial. Voilà. Donc très rapidement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va clôturer vite fait parce que mine de rien, il est midi passé. En parlant un petit peu de tout ce qui est animé et merchandising, je pense qu'on peut résumer en disant, en tout cas pour l'animé, qu'on peut faire quasiment les mêmes parallèles. Alors, c'est exactement pareil en fait. Les Japonais ont compris le merchandising et les animés depuis le début, avec Osamu Tezuka qui avait créé le premier studio de l'animation au Japon en s'inspirant de Disney, comme on l'a dit. Et il s'est dit, mais moi je fais du papier, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas passer du papier à l'animé? Ah bah jackpot, il a tout compris. Et ça a marché tout de suite, bien évidemment, puisque c'était facilement accessible, puisque ça passait à la télé.
Voilà. C'était pas payant, entre guillemets, tu avais juste à acheter ton poste de télé, donc c'était fini. Tu pouvais le voir. Et après, ils se sont dit, si on rajoute un petit objet à côté, si on rajoute quelque chose à côté, et ils ont été, maintenant c'est exponentiel, comme vous pouvez le voir derrière, dans les stands, c'est assez fou, et ils ont tout créé autour de ça. Et c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a eu Doraemon et puis Sangoku qui ont été, donc Sangoku, le personnage de Dragon Ball, qui ont été carrément des mascottes pour les Jeux Olympiques. On n'a pas créé une mascotte comme Footix en France, c'était génial, n'est-ce pas eux, ils ont pris des personnages... Ouais, mais on a gagné. Oui, c'est vrai. et ils ont pris des personnages qu'ils avaient créés et c'est devenu du merchandising. Ils sont, là-dessus, c'est les meilleurs, ils sont trop forts. Oui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'idée de Tezuka, au niveau de l'animation, on le voit. Aujourd'hui, quand un manga a du succès au Japon, si ça plaît, on va tenter une adaptation animée. Et quand l'adaptation animée marche, les ventes du manga papier explosent. Demon Slayer, c'est exactement ce qui s'est passé. Exponentiel. Il faut savoir que Demon Slayer, ça avait d'abord été édité chez Panini Comics en France. Ça s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit. Il y a eu 3 tomes. Ça a fait un flop. Monumental. Voilà. Et là, quand c'est revenu avec la sortie animée, le phénomène au Japon, et du fait maintenant avec la mondialisation, on a accès aux œuvres japonaises très rapidement. En France, demande monstrueuse aussi. Les ventes ont explosé aussi. Et à tel point que l'éditeur, quand ils ont sorti les 3 premiers tomes de Demon Slayer, ils ont dit, si vous aviez les Rôdeurs de la Nuit à l'époque, venez, on vous file les couvertures Demon Slayer avec le nouveau Cara Design pour que vous puissiez avoir une belle collection intégrale. Et, histoire que, rachetez pas les 3 premiers, quoi. Ils ont mis quand même 4 mois à le rééditer, un peu plus. Et dès le premier mois de réimpression, il était déjà en rupture. Et ça a remis 4 mois pour revenir, tellement ça a cartonné avec justement cette animation. C'était assez fou. Là, pareil, cette année, avec Tokyo Revengers chez Glénat, ça a mis 4 mois. En juillet, on en a eu un petit peu. Après, en octobre, un petit peu. Puis là, c'est revenu enfin depuis fin novembre, tous les titres. Mais il y avait 12 tomes de sortie, on ne pouvait pas les avoir. C'est pas compliqué. Hein, voilà. On les avait une fois. Si on n'en prenait pas, c'était fini en tant que libraire, en tout cas. Hein. C'était assez fou. Parce qu'il y a eu l'animé qui est sorti pile poil à ce moment-là. C'est assez exponentiel. Alors, je pense s'il y a des questions, on va pouvoir vous y répondre rapidement, il n'y a pas de souci. Mais en conclusion, j'aimerais ajouter un dernier point. Au niveau de tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, on a bien vu que Shonen, Shoujo, Seinen, Yosei, etc., ça permet de savoir à peu près à quel public ça s'adresse, mais qu'il y a à boire et à manger dans certains sujets. Et dans ce cas-là, je vais m'adresser surtout aux parents qui pourront regarder la vidéo ou qui sont là, ou aux plus jeunes qui pourront expliquer à leurs parents, mais comment savoir ce que mon enfant peut lire, comment savoir quoi lui offrir, quoi le laisser regarder. Et ce qu'il faut, c'est ni tomber dans le tout blanc ou le tout noir. J'ai 2 cas d'école au magasin. J'ai la maman ou le papa qui s'installe avec son fils ou sa fille. Et au bout d'un moment, je vois ce que le gamin a pris comme lui. Je fais, mais il a quel âge? 10 ans. Alors non, ça, c'est pas pour son âge. Parce qu'il y a des gens qui se disent, c'est de la bande dessinée, c'est forcément pour les enfants. Et à l'inverse, il y a le cliché où, ah non, mais les mangas, c'est forcément violent, c'est forcément de la bagarre, c'est forcément vulgaire. Et on a bien vu que le manga, c'est très riche. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les genres, tous les âges, tous les styles. Et suffit juste de savoir quoi lire. Ce qui peut prêter à confusion, c'est que chez nous, en Europe, en tout cas, on a souvent et quasiment exclusivement adapté en animé les bandes dessinées à destination d'un public jeune. Il faut savoir qu'au Japon, l'animation, ils adaptent pour tous les publics. Il y a de l'animation pour vraiment tous les âges, tous les genres. Et quand je dis tous, je dis bien tous. Hein. Voilà. Même ce qui passe très tard le soir. Voilà. Et ça a créé des polémiques à l'époque parce qu'on a diffusé sur la télévision française, dans des émissions jeunesse, des œuvres qui n'étaient pas destinées à la jeunesse. Ken le Survivant ou Kuto no Ken, au Japon, ça passait en deuxième partie de soirée. Ça passait pas le mercredi matin. Quoi. Voilà. C'est pas le même public. On a une version unique au monde maintenant de Ken le Survivant. Bien censurée, justement, celle-là. Exact. Donc, si vous vous posez la question, mais comment savoir exactement quoi faire lire, vous avez des professionnels à disposition. Demandez aux libraires. On est là, les libraires sont là, Guillaume est là. Internet aura quelques réponses aussi, mais ça dépend qui est-ce qui a fait l'article. Oui, parce qu'il y a parfois des choses... j'ai un exemple récemment avec Beach Club, je vous conseille pas d'aller voir si vous êtes allergique à... Alors c'est un yaoi assez costaud. Hein. Très costaud et très peu censuré. Et sur le seul site où j'avais trouvé une classification d'âge, on m'avait mis, c'était noté comédie, romance, 14 ans et plus.
Ma fille m'avait demandé ça, je lui ai acheté, j'ai feuilleté avant, j'ai fait ça, t'auras ça quand t'auras 18 balais, pas avant. Ouais. Donc, ou tu les achèteras toi-même, tu te débrouilles, voilà, quand tu seras assez grande. Mais pour l'instant, non. Donc, faut que sur Internet, ça fait déjà de bonnes idées, mais il faut se méfier. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder déjà effectivement la classification qui vous donnera un ordre d'idée, à lire le 4e de couverture ou un petit résumé, ça vous permettra de voir c'est quoi le sujet traité, à feuilleter vite fait les pages quand vous avez un bouquin dans les mains et à demander aux professionnels, ils sont là pour ça. Voilà. Moi, je vends pas de bouquins à mon magasin, mais je pourrais toujours vous conseiller de la lecture et vous conseiller, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir de parler manga, hein, c'est ma passion. Et puis les libraires comme Bertrand, c'est carrément leur métier, donc voilà. On lit énormément pour ça. Des fois, des trucs pas bien, hein, je vous le dis tout de suite. Des fois, on regrette. Voilà, c'est juste pour se faire une idée de à qui ça peut s'adresser et pourquoi ça marche, par exemple. J'ai mis beaucoup de temps à lire certains trucs alors que ça marchait parce que j'avais pas envie de le lire, et puis je me suis mis à le lire. Bon, puis en fait, c'était bien. Bref. Oui, il y a des bonnes surprises Voilà, aussi, beaucoup. Et c'est quand même souvent plus de bonnes que de mauvaises, je trouve. On est là pour ça. Je suis un peu comme toi aussi, Guillaume. J'essaye de... Voilà, des fois je suis assez surpris, j'ai lu ça, j'ai déjà lu ça, mais t'as quel âge? À 11 ans, si t'as déjà lu ça, c'est compliqué de lui refuser de lire quelque chose, etc. Oui, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un gamin de 10 ans qui lisait, qui avait un Attaque des Titans dans les mains. J'ai trouvé que 10 ans c'était un peu tôt quand même. Très tôt, oui, bien sûr. Et, sauf que je m'approche pour dire, je fais mais il a quel âge le petit? Le client me dit il a 10 ans. Je fais parce que l'Attaque des Titans, 12, 13, pas avant quoi. Ouais, pas avant. Et même 14. Et je vois que le gamin, il a déjà le tome 27 dans les mains. Donc, trop tard. Hein, à ce tarif-là, l'innocence, elle est foutue déjà. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. En tout cas, merci Bertrand d'être là. Merci, S'il y a des questions, au moins, je vais rester un petit peu sur le côté. N'hésitez pas à venir nous voir directement.